Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, ce soir, nous sommes toujours le 21 décembre 2022, mercredi, et je continue mes petites digressions à partir de cette lecture Hegel. L'histoire est un processus menant à la liberté. Voilà, apprendre à philosopher. Voilà, ça c'est l'ouvrage. Alors, je voulais lire ce petit passage-là. En fait, je picore, hein, je lis un peu au hasard et j'essaie de, de réfléchir sur cette lecture et surtout de confronter un petit peu cette vision, enfin ces propos, avec la théorie j'essaie de, d'éclairer et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc nous sommes, l'histoire a un sens. Voilà, c'est le chapitre, par exemple, dont il est question là. L'histoire a un sens. Et selon moi, bien sûr, l'histoire a un sens, une finalité, et l'humanité est destinée donc à atteindre son ultime perfection. Cette perfection, évidemment, devra être technique par, par nécessité, en somme. On fait évoluer, l'humanité évolue progressivement euh, sur tous les plans techniques. Techniquement, je veux dire, on construira des, des villes de plus en plus propres, de plus en plus respectueuses de l'environnement. On va maintenant, on se rend bien compte que nous avons ouvert un nouveau chapitre de l'évolution de l'humanité, un chapitre écologique par force, hein, par contrainte aussi. C'est pas tellement par conscience, mais l'humanité évolue très peu par conscience. Déjà, par exemple, elle n'a pas conscience de sa destinée et on n'a pas forcément conscience de tout ce que nous avons accompli. C'est pas quelque chose qui reste, à part voilà pour un philosophe de l'histoire qui s'intéresse à un philosophe téléologique qui est confronté à cette idée en permanence, en somme. Mais sinon, on n'y pense pas. La brièveté, et puis de notre temps, notre activité, justement, notre travail à construire cette humanité, chaque être humain travaille à cela, d'une manière positive ou négative, mais le négatif construit également l'humanité, comme d'ailleurs le pensait justement Hegel. Et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Voilà. Alors, après cette petite introduction lente, comme d'habitude, et copieuse, voilà, je vais commencer à lire. Donc, l'histoire a un sens. Si Hegel avait partagé la conception de l'histoire de Macbeth, selon laquelle elle n'est que bruits et fureurs et ne signifie rien, Macbeth, il n'aurait pas essayé de trouver un sens à son déroulement. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est anglais, c'est Shakespeare, c'est, je crois, le 15 ou le 16e siècle. Et alors, je connais pas très très bien la philosophie. Hein. J'ai pas une culture technique de la philosophie. C'est très mon travail est très intuitif. C'est un travail, on pourrait dire simpliste. C'est une sorte de philosophie euh, primitive. Je ne sais pas comment on pourrait la qualifier. Si vous avez des qualificatifs,
n'hésitez pas, même s'ils sont durs à entendre, je les entends, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que voilà, je devrais pouvoir, là par exemple, c'est une... Shakespeare était anglais. Quelle est la pensée de la philosophie anglaise, justement, plus tard, avec Hume, avec Berkeley, avec... Est-ce qu'ils se sont intéressés à la philosophie de l'histoire, comme, par exemple, comme les Allemands, comme la philosophie allemande? C'est ça qui est assez curieux. Pourquoi la philosophie allemande s'intéresse à cette... à, à la téléologie, en somme. La téléologie, c'est l'étude des fins dernières des choses, des fins dernières de l'humanité. Quel est le but de l'humanité? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que la philosophie anglaise est comme ça ou est-ce elle n'a rien à voir avec tout ça? Ça serait vraiment intéressant à comprendre. Et auquel cas, elle serait, voilà, cette influence de Shakespeare euh, est tout à fait logique, quoi. Si l'histoire ne signifie rien, ça veut dire en fait l'humanité, l'évolution, il n'y a pas d'évolution, ça ne signifie rien, c'est comme ça. Alors, pourquoi Shakespeare ne peut pas prolonger son esprit dans le futur? Je pense que c'était un petit peu général à son époque. Euh, il faut attendre les Lumières pour que la philosophie s'intéresse à quelque chose de différent. Donc je continue. En réalité, cette approche nihiliste est plus présente aujourd'hui que du temps de Hegel. À son époque, de nombreux penseurs défendent encore l'approche traditionnelle qui croit en un projet divin, la divine providence. Mais une minorité grandissante défend plutôt l'idée éclairée selon laquelle la raison se ferait un passage dans l'histoire, qui dès lors comprise comme un processus d'apprentissage, qui est dès lors comprise comme un processus d'apprentissage collectif. Alors, oui, un apprentissage collectif, mais inconscient. Un apprentissage qui ne sait pas, qu'il apprend pour un but précis. C'est ça, on est conscient qu'on apprend, on est conscient que l'humanité évolue, mais l'humanité voilà, et puis l'humanité contemporaine et l'humanité du XXe siècle, on pourrait dire, ne s'est plus trop intéressée, me semble-t-il, à justement se poser la question du sens de l'évolution de l'humanité. Donc je continue. Hegel tente de concilier les deux approches, et ça c'est très intéressant. L'approche donc spirituelle, un projet divin, l'idée d'un projet divin, et l'autre, l'approche logique. Mais justement, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ce que défend la mécanique universelle. C'est pas en partant de Dieu qu'on essaie de comprendre le monde, mais en partant de la phénoménologie, en somme, du phénomène humain. L'évolution de l'humanité démontre, à mon sens, la présence de quelque chose, de ce qu'on appelle le divin, d'une présence divine, en fait, d'une présence et surtout d'un moteur divin. Voilà. Donc, je continue. L'histoire universelle est le progrès de la conscience de la liberté. C'est ce progrès et sa nécessité interne que nous avons à reconnaître ici, peut-on lire dans les leçons sur la philosophie de l'histoire universelle. Alors, l'idée de la liberté, c'est vrai que je l'entends depuis longtemps. J'ai compris que l'humanité, que la liberté est quelque chose de fondamental. Ma théorie dit, enfin ma théorie, voilà,
c'est bête de parler comme ça, mais voilà, mais enfin, on va dire ma théorie. Ma théorie pense que l'humanité va vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'amour absolu, c'est l'extase, en somme. Et l'extase, pourquoi nous allons vers l'extase? Ben, l'extase, pour moi, c'est la liberté absolue. Mais c'est le seul moyen d'accéder à la liberté absolue. On accède à des libertés énormes dans tout un tas il y a des tas de possibilités d'accéder à une liberté très intense. Hein, et je pense que, justement, à travers l'existentialisme dont parle Camus, on accède à un type de liberté très, très important, avec une responsabilité, etc. Mais c'est une liberté active. Dans l'activité, une liberté d'une conscience ordinaire, la conscience de l'homme constructeur, des hommes constructeurs. Alors, chez l'homme constructeur peut accéder à une liberté très forte et il y a tout un tas de degrés pour monter jusqu'à une liberté presque, on pourrait dire presque absolue. Mais la véritable liberté absolue, il n'y a qu'à travers l'extase qu'on y accède. Et l'extase, c'est la fin de l'activité, la fin de la projection, la fin de l'intentionnalité, la fin du travail, en somme, de la vie ordinaire. On sort de la vie ordinaire pour être dans la vie contemplative. Et c'est un autre type de liberté. Mais justement, c'est évidemment la liberté absolue, mais c'est la liberté spirituelle. Voilà, je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes, justement aux vidéos relatives que j'ai consacrées à Camus et à Sartre juste après. Voilà, qui parlent justement de cette différence entre l'état d'esprit ordinaire et l'état d'esprit extatique. Donc je continue. Nous avons précédemment présenté la notion d'esprit dans sa double dimension, individuelle et collective, lorsque nous avons traité de l'esprit subjectif et de l'esprit national. Voilà, c'était surtout ça, à mon sens, que Hegel traitait dans ses ouvrages. L'esprit subjectif, c'est-à-dire l'esprit de l'individu, et l'esprit collectif, pour lui, l'esprit collectif, c'était l'esprit national. Mais il ne faut pas oublier que Hegel évoque également l'esprit du monde. Et c'est ça qui intéresse la mécanique universelle. Mon travail, c'est l'esprit de l'humanité dans son ensemble. Le national est dépassé dans ma théorie. C'est-à-dire qu'il est important, c'est un moment de l'évolution de l'humanité. C'est un moment qui, voilà, aujourd'hui, on est encore un peu dans le national. Le national est en train de passer au niveau continental, mais la finalité, elle est universelle. Donc, nous allons vers un esprit universel. Le national sera dépassé pour un fonctionnement universel. À mon sens, voilà, on a déjà construit les structures d'un monde universel avec l'ONU, d'un fonctionnement universel avec l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, l'UNESCO, etc. Toutes les structures pour fonctionner universellement, on les a imaginées, construites intuitivement, sans avoir une vision claire de leur utilisation future. Et pourtant, l'humanité progressivement va vers cette utilisation. Il faudra peut-être encore un siècle, peut-être davantage. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Mais nous allons vers ce fonctionnement. Et par le bien comme par le mal, et parfois c'est le mal qui aide le plus vite à évoluer vers
cette dimension universelle. Déjà, la Société des Nations, c'est à la sortie des guerres tragiques du XXe siècle que cela a été imaginé et fondé dans l'humanité. Le tribunal contre les crimes de l'humanité, c'est après la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs monstrueuses que l'homme a été obligé de fonder enfin un tribunal international. Alors évidemment, on n'a pas encore atteint notre perfection, donc il est perfectible. Tous ces mécanismes, l'ONU, l'UNESCO, enfin voilà, tous ces mécanismes-là, le tribunal, le TPE, tribunal international, ils sont encore perfectibles et on les perfectionne et on les perfectionnera encore. Et il est probable qu'à la sortie de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette nouvelle guerre qui se profile presque mondiale, à la sortie de cette guerre-là, on devra monter un palier supplémentaire au niveau universel. Voilà, à mon sens, c'est possible. Alors, donc, Hegel évoque également l'esprit du monde, Weigens, c'est-à-dire la somme de l'interaction des et des divers individus et peuples dans l'histoire, qui est le processus par lequel l'esprit du monde déploie sa logique. Et c'est ça qui est intéressant. Il parle bien de divers individus et peuples dans l'histoire et même, je pense, du moment. Et là, on peut... la mécanique universelle apporte quelque chose, quelques fruits supplémentaires à la vision de Hegel. Quelques fruits universalistes supplémentaires, où j'essaie de démontrer qu'il n'y a pas de distinction qualitative dans l'évolution de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, l'Empire américain n'est pas plus important que la tribu amazonienne qui survit encore en Amazonie. Ou voilà, il n'y a pas, on peut. Les deux sont fondamentaux pour l'évolution de l'humanité. Et c'est valable pour l'ensemble de l'humanité. C'est pareil, la tribu africaine ou la tribu inuite ou la tribu aborigène est aussi importante que la Chine, que l'Europe, etc., etc. Parce que c'est l'ensemble qui construit cette humanité. C'est l'ensemble de toutes les spiritualités qui construisent l'humanité. Donc tout construit l'humanité. Et en fait, dans ce côté essentiel, tout ce qui existe est essentiel puisque ça existe dans l'humanité. Et donc tout ce qui est essentiel n'a pas de barème de qualitatif au niveau de l'évolution. Et on peut donc, encore une fois, le voir avec l'idée de ce qu'a apporté par le pire le XXe siècle et ses guerres monstrueuses. Voilà, à la sortie de ces guerres-là, l'humanité a été obligée de créer à une allure phénoménale que le bien n'aurait certainement pas fait évoluer. Le mal, parfois, fait évoluer plus vite l'humanité que le bien. Et c'est tragique parce que on est maintenant apte à utiliser le bien pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc j'ai fini ce petit chapitre, je vais arrêter là. Et là on voit... Tiens. Hegel ne croyait pas en une histoire dominée par le hasard ou le caprice, mais attribuait un caractère rationnel à son cours. Mais exactement, et moi, sur la mécanique universelle, il n'y a pas de hasard. Sur le chapitre hasard et destinée, je démontre, à mon sens, que le hasard n'existe pas, que tout est destiné, en somme. Et ce caractère rationnel,
et c'est la destinée en somme. C'est toutefois la passion qui déclenchait les grandes actions et qui explique la mise en avant dans les chroniques des personnages ayant vécu ce sentiment avec une grande intensité. Les 3 personnages représentés sur ces images, Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand et Jules César, en sont de bons exemples. Mais bien sûr, ils servent d'icônes, mais ils ne sont pas plus importants que que celui qui fabriquait le pain dans les 3 campagnes celui qui fauchait le blé dans les campagnes de ces 3 grands guerriers. Voilà. Et c'est l'humanité qui choisit de prendre des icônes et de les utiliser. Et c'est encore aussi un des chapitres de l'humanité qui essaye de démonter un peu ce côté égocentrique. Parce que l'égocentrisme, le narcissisme de l'humanité doit se dévaluer progressivement dans l'évolution de l'humanité. C'est un accident de parcours, ou pas un accident de parcours, mais c'est une petite régression nécessaire, ce que nous sommes en train de vivre avec le néolibéralisme, qui a remis en scène un narcissisme débridé, un peu absurde, et on voit à quel point c'est criminel, l'excès de narcissisme. Plus il y a de narcissisme dans une société, en Occident c'est le cas, plus il y a de narcissisme et plus il y a de violence. C'est légitime. Voilà. Mais ce n'est pas compris par la société. Donc, voilà. Et c'est pour dire, la Tour Eiffel, c'est une œuvre collective. Il a fallu l'ensemble des ouvriers pour construire cette Tour Eiffel. Et pourtant, elle porte que le nom de Eiffel. Mais bon, parce que c'est le mécanisme qui est comme ça. On est encore dans cette version-là. Et souvent, on entend encore à la télévision, et c'est des choses qui m'arrachent les cheveux, Napoléon a vaincu etc. Comme si c'était un être humain qui avait... voilà, Jules César est venu, il a conquis la Gaule, etc. Mais c'est le nombre de souffrances d'êtres humains qui ont été derrière, qui étaient là, qui ont, voilà, comme pour construire la Tour Eiffel, c'est une œuvre totalement collective et qui n'est pas comprise par les médias occidentaux qui n'en parlent pas, en fait, quand ils font ce type d'hommage. Et c'est pour ça qu'on voit que la télé, sous le néolibéralisme, est totalement narcissique. Elle n'arrête pas de valoriser les élites. Et il faut leur rappeler que sans les infirmiers, les éboueurs, les ci, les ça, etc., le monde ne fonctionnerait pas. Il faut leur rappeler encore, c'est très difficile pour qu'ils encaissent ce genre d'idées. Et il faut se retrouver dans des catastrophes comme on est en train de la vivre avec le virus, pour se rendre compte, pour que ces élites narcissiques se prennent enfin conscience que leur narcissisme est absurde, quoi, qu'il n'a pas de sens, en fait. Voilà. Et donc Napoléon, sans l'ensemble du monde qui l'a accompagné et qui était là, ne serait jamais Napoléon. Voilà. Voilà l'histoire. Bon, je vous remercie pour cette écoute et puis à très bientôt.